Bonjour à tous, merci à vous de nous renouveler votre confiance jour après jour et merci à nos invités d'être là pour nous faire le récit de l'histoire d'amour qui a le plus compté dans leur vie. Nos invités ont tous connu une belle histoire d'amour, une belle histoire qui a malheureusement pris fin. Mais qu'ils en soient restés follement amoureux, qu'ils espèrent toujours son retour ou qu'ils soient devenus les meilleurs amis du monde, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre leur ex et eux, c'est vraiment toute une histoire. Alors après ces récits à rebondissement, l'histoire continue, accueillera Emeline, Laurent et Marie-Thérèse. Ils nous diront à quel point leur vie a radicalement changé depuis leur première visite sur notre plateau. Mais d'abord, découvrons l'histoire de Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Fabienne, c'est de Jean-Michel, le père de vos enfants, que Daniel. vous êtes... Jean-Daniel. Oh pardon, je commence bien alors, de Jean-Daniel. Le père de vos enfants que vous êtes venu nous parler aujourd'hui. Quel âge aviez-vous lorsque vous l'avez rencontré et sur quel tempo votre relation a-t-elle démarré? Alors, on s'est rencontrés à 19 ans et demi. Je suis partie travailler en Suisse. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vu que c'était... Je suis tombée amoureuse tout de suite, j'ai eu le coup de foudre. Et puis, 6 mois après, on s'est mariés. Quels souvenirs gardez-vous des premières années que vous avez passées ensemble? Au début, c'était galère. On s'est beaucoup disputé parce que chacun, on ne se connaissait pas vraiment. Chacun devait trouver sa place dans ce couple. Et puis, mais comme on était fusionnels, alors il y avait beaucoup de disputes, mais aussi beaucoup d'amour, beaucoup de fusion, d'étouffement aussi. Et c'était vraiment une bonne année. Ça n'avait pas l'air simple quand même, d'après ce que vous dites. C'était pas simple du tout. Mais après, on a trouvé... mais conflictuel. Ouais. Bon. Passionnel, on va dire. D'accord. Ouais. Donc la relation a commencé à se dégrader. Ça a commencé au bout de 7 ans. La routine s'est installée. Et puis, on a eu des enfants entre deux. Et puis, au bout de 7 ans, on a décidé d'aller emménager avec ma belle-mère. Et puis, ça, c'est pas forcément une super idée. C'est-à-dire qu'on retapait un appartement. Alors, mon mari travaillait beaucoup. Et le soir, il retapait l'appartement. Ce qui fait que quand il se mettait au lit, il n'y a plus personne parce qu'on ne parlait plus, il n'y avait plus de discussion, il n'y avait plus rien. Donc, le dialogue, petit à petit, s'est instauré, coupé. Et la routine était là. Et donc, au bout de 7 ans, patatrac. Bon. Donc, patatrac, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je m'ennuyais, en fait. Alors, j'ai commencé à sortir, à aller en boîte, à recommencer. Moi, j'avais 27 ans, donc à recommencer à faire la fête, avoir une bouffée d'air, quoi. Il ne disait rien? Il était malheureux, c'est sûr. Il gardait les enfants et moi, je sortais, j'allais faire la folle. Et il ne vous demandait pas de sortir avec vous? Non, parce qu'il travaillait, il devait retaper cet appartement, qu'il n'avait plus de boue, plus de faim. Et puis, la relation avec ma belle-mère était un peu tendue. Donc, j'aurais bien aimé qu'il prenne ma défense. Il y a tout un tout qui a fait qu'il y avait ras-le-bol. Bon. Et donc, cette seconde jeunesse vous a conduit jusqu'où? M'a conduit jusqu'à ce que je rencontre un homme, et, un peu plus jeune que moi, et que j'en tombe amoureuse. Donc, du coup, il n'était plus question de garder mon mari, d'avoir une vie à 3. Donc, je voulais pas rester, je voulais repartir, recommencer quelque chose de nouveau avec lui. Vous en avez parlé à votre mari? J'ai demandé, oui, j'en ai parlé, j'ai dit que je voulais qu'on se sépare. Et puis, à l'époque, c'était difficile de trouver un appartement en tant que femme seule avec les enfants, sans revenu. Donc, du coup, lui, il était sympa. Il a cherché un appartement, il a signé, cautionné pour moi. Et je suis partie avec mes 2 enfants dans un village un peu plus loin. Il savait que vous aviez quelqu'un d'autre? Oui, j'avais dit. Est-ce que vous avez entamé une procédure de divorce? Alors, on s'est séparés à l'amiable. On a discuté ensemble, combien tu peux me donner de pension, là. Et puis, on prenait les enfants, donc le week-end, on était ensemble pour les enfants. Et puis après, on était séparés. Vous reveniez habiter avec lui pour les enfants? Lui descendait, il venait dormir à la maison. Donc, c'était clair, tout ça, dans votre tête? Ou vous étiez quand même dans ma tête, c'était clair. Et dans la sienne aussi? Lui, il n'avait pas le choix, en fait. Il subissait un peu. Et ça a duré combien de temps, cette situation? Ça a duré... vous étiez séparés, ensemble, bon. Oui, moi, j'avais le copain. Donc, quand on se voyait le week-end, le copain n'était pas là. Je voyais mon mari. Mais il y avait encore de la séduction entre vous?
Du tout, à cette période, non, du tout. Du tout. Non, puisque vu que j'avais quelqu'un d'autre, je voulais Chacun pas sa chambre? Non, le week-end, on était ensemble. Attends. Dans le même lit. Ah bon, d'accord. Bon. Et sans problème, enfin sans... non, ça allait. Très bien. Et tout le monde, votre copain était tout à fait d'accord avec ça? Oui, oui. Ça lui posait pas de problème? Non, parce que vu que c'était le père de mes enfants, ça lui posait pas de problème. D'accord. Et ça a duré longtemps, cette situation? Ben, jusqu'à ce qu'après, lui rencontre quelqu'un. Alors, c'est-à-dire combien de temps? Ça a duré, on va dire, 2 ans et demi à peu près. Et pour les enfants, c'était pas trop perturbant de voir leur mère dormir avec leur père, mais quand même rejoindre le copain pendant la semaine, etc. Mais la semaine, ils n'étaient pas là, donc ils étaient ailleurs. Mais ils savaient que vous aviez quelqu'un dans votre vie? Ils étaient petits, donc ils n'ont pas vraiment... Ils croyaient que c'était un copain, oui. Bon. Et donc, il a fini par rencontrer quelqu'un? Alors, après, il a rencontré quelqu'un. Jean-Daniel, donc, hein, votre mari. Eh oui. Et alors là, c'était la catastrophe pour moi. Ah. D'un seul coup, je me suis dit... Vous voulez tout, quoi. Ouais. Hein? La liberté, le copain, le mari... non, c'est-à-dire je voulais plus le mari, je voulais que le copain. Oui. Mais quand il a rencontré quelqu'un, évidemment, après, avec le copain, on se voyait la semaine, alors la routine se réinstallée. En fait, j'ai réalisé que même si on repart à zéro avec quelqu'un, au début, tout feu, tout flamme, mais après, c'est inévitable. Donc, du coup, le copain, je voyais mon mari qui avait des qualités quand même, et le copain un peu, voilà. Et alors, quand il a rencontré quelqu'un, alors là, je me suis dit, oups, soit cette fois-là, je suis cuite. Je vais le perdre, en fait. D'un seul coup, je sais pas, ça a été un choc. J'ai ouvert les yeux, je me suis dit, oh, et si je perdais quelqu'un de bien? Et alors? Et alors, je me suis dit, il va falloir que je mette les bouchées doubles, vu qu'on n'était pas en guerre, pour séduire, donc, à pour ce le moment-là, reconquérir. Ah oui, donc vous avez décidé de le reconquérir. Ah oui, j'ai décidé là, parce que vu qu'il y avait quelqu'un là, c'était fini la belle vie. Est-ce que vous lui avez exprimé à votre mari que vous étiez jalouse de sa nouvelle compagne? Non, en fait pas du tout. Aucun conflit, aucune réflexion? Non, j'étais jalouse comme une folle avant, de tout et de rien. Mais là, il avait cette copine, je savais que même si j'étais jalouse, il n'allait pas, pour me faire plaisir, arrêter avec elle. Donc, il avait l'air très amoureux? Il m'a dit qu'il était amoureux. Donc je me suis dit qu'il fallait que je la joue fine pour le reconquérir. Et votre copain, il a senti que vous vous détachiez de lui? Alors le copain, petit à petit, on a commencé à se détacher, les conflits arrivaient. Et puis là, après, j'ai décidé que j'arrêtais, puisque j'avais qu'une obsession, c'était récupérer l'homme de ma vie. Bon, alors comment vous l'avez reconquis? Donc là, je lui ai dit, écoute, j'ai arrêté mon copain, est-ce que tu peux faire pareil avec ta copine? Il m'a dit, oh, non, non, c'est trop facile, ça fait 3 ans que je galère, non, 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 je ne vais pas arrêter. Et puis je me suis dit, bon, pas grave, on va trouver une autre solution. Et puis, comme on était amis, je lui ai demandé comment ça se passait avec sa copine. Ben, vous allez voir quoi au cinéma? Parce que nous, on avait beaucoup de points communs, on aimait beaucoup de choses pareilles. Donc du coup, j'ai dit, vous allez voir quoi? Il me dit, ouais, des films que j'aime pas trop. Alors après, je lui disais, et puis au lit, ça se passe comment? Alors que moi, j'étais jalouse comme un pou, hein. Je fais, ah, c'est pas terrible, ça se passe pas très bien. Alors je me suis dit, alors là, j'ai trouvé la faille pour m'engouffrer. Parce que quand il dormait le week-end, ben, de temps en temps, on dormait ensemble, n'est-ce pas? Oui. Donc ça se passait bien. Et là, ça veut dire quoi, ça se passait bien? Ben, on avait une bonne relation, au lit, ça se passait super bien. Ah, mais parce que vous recouchiez ensemble quand oui, vous... de temps en temps. Bien sûr. Et ça se passait bien, donc? Oui. Donc, alors là, vous vous êtes dit, je vais... comment dire, mettre les bouchées doubles, comme on dit. Voilà. Alors, quand il venait, j'étais habillée sexy. Bon, vous nous raconterez ce que vous avez fait. On pourra peut-être en tirer quelques enseignements hein, et se servir de cette expérience. Merci d'applaudir Frédéric Farigou, notre experte de l'amour, qui va nous accompagner aujourd'hui pour nous éclairer sur les histoires de nos invités. Et plus précisément sur le sens de la place qu'un ex occupe dans votre vie. Qu'est-ce que vous pensez des réactions contradictoires de Fabienne? En fait, Jean-Daniel, c'était devenu un objet
dans un objet familier du monde de Fabienne. Donc tant que c'était comme ça allait. À partir du moment où elle s'est rendue compte qu'il pouvait aimer ailleurs, qu'il pouvait être désiré par une autre femme, soudain, elle l'a vu différemment. Donc il n'était plus objet, il est redevenu sujet à part entière pour elle et du coup, sujet de désir, désirable à nouveau. Et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, j'ai ouvert les yeux. Mais c'est surtout que vous avez posé un autre regard sur lui, que vous aviez perdu. Oui, Hein. tout à fait. Et le fait d'être désiré par une autre femme, ça vous le rendait comme un homme, effectivement, que vous pouviez perdre. Alors, plus généralement, existe-t-il une juste place pour les ex ? Alors, juste place, c'est variable, ça dépend des situations. Il y a des situations où les ruptures sont très passionnelles, donc garder des relations avec son ex harmonieuses, c'est complexe. Donc, c'est vraiment trouver la bonne distance, c'est très variable. Il faut qu'il ne soit ni trop près, ni trop loin, parce que par définition, un ex, c'est quand même, il y a quand même une séparation, donc il y a une distance à trouver. Alors après, aujourd'hui, on recycle beaucoup les ex. On les recycle parce qu'on fabrique. Les recycle ? Oui, on fabrique des ex aujourd'hui. On fabrique des ex. On fabrique Parce des qu'on a ex. plusieurs vies affectives en une. D'accord. Et donc aujourd'hui, l'ex a un nouveau statut. On le fréquente, on cumule le C'est passé. bon, tiens, ça a recyclé des ex. Qu'est-ce que je pourrais On les bien en recycle faire ? en amis, en confident, en conseiller. Ouais. C'est très bon, tiens, je vais passer à ça. Mais je pense que la bonne distance, il faut aussi trouver une distance qui respecte les nouvelles relations. Il ne faut pas que la relation qui est censée être la relation du passé envahisse trop la nouvelle relation. Donc, c'est des ajustements à faire. Et c'est vrai que les nouveaux conjoints ont à s'exprimer si effectivement, il y a une relation trop envahissante d'un ex. Bon, on va ouvrir à présent la première partie de notre émission qui a pour titre « L'histoire de ma vie ». Et c'est de cette histoire qu'est venue nous parler Régina. Bonjour. Bonjour. De qui êtes-vous venue nous parler aujourd'hui ? Je suis venue vous parler de mon ex qui s'appelle Loïc. Vous vous êtes connus il y a 13 ans. À quelle occasion ? On était danseurs sur l'émission de Pascal Sevran. Voilà, et puis on faisait des télés, on avait commencé à monter des spectacles ensemble, faire des petits costumes et tourner. Et après, on a dansé longtemps sur l'émission Qui est qui avec Marie-Ange Nardi en tant qu'intervenant. Puis voilà. Combien de temps a duré cette lune de miel entre vous ? Alors, le temps où on est restés ensemble, le temps de bonheur, en fait. D'abord, on le est temps restés de 4 ans et demi ensemble. D'accord. Et pendant 3 ans et demi, c'était bien. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? On travaillait ensemble depuis le début, donc petit à petit, moi j'ai pris... je suis devenue plus exigeante sur plein de choses, j'ai eu des responsabilités sur lesquelles je n'avais pas à faire face avant, et donc je suis devenue plus dure. Et ça ne lui a pas plu, ce caractère ? Non. Non, parce qu'il fait partie des hommes qui aiment bien décider et tout, donc le fait que je décide, ça a en fait notre collaboration dans le travail a après entaché la relation de couple. Donc vous avez commencé à avoir des conflits tous les deux ? Oui. Et c'est allé jusqu'à une séparation ? Qui a décidé ? Ça a été un peu Dallas, quoi. Un coup lui, un coup moi, un coup on revenait, un coup... Ça a duré un moment, ouais. Ça a duré à peu près 6-8 mois de séparation, peut-être davantage, je me sens plus. Comment vous avez vécu cette rupture ? On était d'accord tous les deux, que ça allait plus, donc... Il valait mieux se séparer. Oui, voilà. Alors, dans la majorité des cas, après une rupture, chacun suit sa route. Comment a évolué votre relation au lendemain de votre séparation ? On a continué à se voir très souvent, puisqu'on travaillait ensemble en permanence. Donc on avait de belles choses, de beaux projets, on se disputait quand même. Mais ça restait dans le cadre du travail, ça ne débordait pas sur la vie privée. Mais vous diriez que votre relation était apaisée, justement, parce qu'il n'y avait plus de débordement dans l'intimité ? Dans le travail, oui. Après, on n'avait plus de relation. Si, on se voyait pour plein de choses, on allait à des soirées ensemble, on était... Puis on ne s'est pas remis en couple tout de suite, ni l'un ni l'autre, pendant longtemps. Donc, Mais donc, il n'y avait plus de conflit entre vous ? Il y avait des conflits pour le travail. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il restait une attirance entre vous ? Non. Qu'est-ce que vous pensez, Frédéric ? En fait, c'est de plus en plus fréquent
que la relation se poursuive après une relation amoureuse. Donc on trouve des nouveaux repères entre amour, amitié. Donc l'ex devient une sorte de confident, une âme sœur, presque un parent aussi. J'entends souvent c'est devenu mon frère ou ma sœur. Une relation vraiment qui devient un repère affectif qui sécurise. Moi, ce que j'appelle un peu une relation doudou. C'est-à-dire que l'ex devient une sorte d'objet transitionnel qui permet de vivre les séparations avec moins de souffrance. Donc nous verrons tout à l'heure que si pour vous tout est clair, il n'y a aucune ambiguïté, tout le monde n'est pas du même avis. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, pour vous, tout a commencé lorsque vous avez rencontré l'amour en 2005. De quelle manière l'avez-vous trouvé ? En fait, il habitait chez ses parents suite à une séparation et j'ai sympathisé avec son père. Ouais. Je parlais beaucoup avec son père car on avait les mêmes races de chiens et on a commencé à faire connaissance de cette manière-là. Donc j'étais beaucoup plus proche de son papa qui me racontait justement les gros problèmes que son fils avait par rapport à son divorce, sa séparation et le reste. Et un jour, on avait énormément de neige et il a fallu déblayer la rue en totalité vu que les chasse-neige ne passaient pas et on s'est retrouvé tout le quartier dans la rue. À déblayer. Voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis comment ça a évolué tout ça ? C'était d'abord un ami et on a passé le cap de l'amitié en allant dîner. Et ça s'est fait vraiment tout doucement, tranquillement. Bon, donc après ce dîner, vous êtes sortis ensemble. Oui. Vous avez roucoulé pendant près de 6 mois. Quelle a été l'origine des premières tensions dans votre couple ? Justement, sa séparation. Il était toujours en divorce. En divorce, ça a duré 7 ans. Et ça a été 6 mois où on était bien à deux. Et dès que son ex intervertissait dans sa vie privée, c'était un enfer. Et pourquoi donc, ça a mis elle beaucoup était de tension. Très présente dans la Elle était présente, elle débarquait à l'improviste, elle se tapait l'incruste, on va dire, à table. Elle venait manger avec nous alors qu'elle n'était pas invitée, parce qu'elle déposait la fille qu'ils avaient en commun. Donc du coup, elle restait pour dîner. Mais ils étaient restait pour la soirée, elle restait presque pour dormir. Ils étaient très proches tous les deux ? Non, pas du tout. Plutôt en conflit ? Oh, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Ils ne disaient rien ? Ben justement, c'est ce qui posait aussi des problèmes, c'est qu'ils ne disaient rien. Et vous lui demandiez de dire quelque chose ? D'agir, oui. Et il ne faisait rien ? Non. Finalement, vous en avez eu ras-le-bol ? Voilà. Et j'ai tourné les talons. Donc, vous l'avez quitté carrément ? Oui, je l'ai quitté. Longtemps ? Non, très peu de temps. Pour quelle raison ? Parce que, il est revenu en me disant qu'il allait faire des efforts et qu'il allait mettre les points sur les i à son ex et essayer de faire en sorte que les choses se passent bien de tous les côtés et qu'elle prenne sa place d'ex une bonne fois pour toutes. Donc vous pensiez être reparti sur de bonnes bases jusqu'au jour où votre bonheur a de nouveau volé en éclats. Complètement. Que s'est-il passé ? Ça a été plus lourd encore que la première fois. Et ce jour-là, ça a à nouveau fait un gros micmac chez nous, quoi, forcément. Parce qu'elle nous a tenus pour responsables de tout ça. Et alors, avant cet épisode assez dramatique, il y avait une histoire de loyer, d'appartement ? Ça, c'est la 3e fois. Donc c'est après encore ? C'est encore après. Bon. Ça a duré combien de temps cette fois-ci ? Cette fois-ci, ça a duré 6 mois. Et ça a recassé 1 mois et demi. Alors, vous nous raconterez tout à l'heure si vous avez eu raison de lui donner... On en est à la combienième de chance, là ? En tout, il y en a eu 5. Bon, et alors là, on en était à la combienième ? À la 3e. À la 3e. Donc, on verra s'il y a eu d'autres chances après. Apparemment, oui, mais vous nous raconterez dans quelles circonstances. Mais avant cela, écoutez bien ces quelques messages de la rédaction. C'est peut-être votre histoire. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez été un parent maltraitant et après des années de violences physiques ou psychologiques, vous réalisez enfin que vous avez fait du mal à votre enfant. Vos enfants vous reprochent d'avoir été trop exigeants avec eux, ils ont vécu cette pression comme une maltraitance. Vous avez été pris de pulsions violentes envers vos enfants et vous avez demandé leur placement pour les protéger et de l'aide de la part de spécialistes. Votre conjoint maltraite ou a maltraité vos enfants et vous avez dû faire un signalement pour que cette violence cesse ou vous hésitez à le faire. Maltraité physiquement ou psychologiquement pendant votre enfance, vous avez peur de reproduire le schéma. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire.
Aujourd'hui, dans la dernière partie de l'émission, nous prendrons des nouvelles d'Emeline et de Laurent. Emeline souffrait d'un cancer du sein. Quand on m'a dit que j'avais un cancer, il m'a dit « Madame, vous avez un cancer très avancé, je vais vous sauver la vie. Du moins, je vais essayer. Je vous sauverai probablement pas les ovaires. Donc, vous aurez probablement pas d'enfant par la suite. » Dans l'histoire continue, elle nous dira où elle en est aujourd'hui. Je commence à remonter bien la pente, à vraiment me sentir mieux. Quant à Laurent, lui aussi nous donnera de ses nouvelles en images. Ce sera dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Une rupture amoureuse vous a fait perdre pied, vous êtes allé jusqu'à vouloir mettre fin à vos jours par dépit. Suite à une séparation, vous avez dû être hospitalisé. Après avoir été quitté, vous êtes prête à toutes les folies pour le récupérer. Suite à une rupture, vous avez voulu vous venger par tous les moyens. Aujourd'hui, vous le regrettez. Après avoir touché le fond à cause d'une séparation, vous avez réussi peu à peu à remonter la pente. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Nos invités ont cru en une histoire d'amour qui ne les a finalement pas menés bien loin. Qui est devenue cette personne qui avait pourtant fait chavirer leur cœur? Quels liens ont-ils réussi à garder avec elle? Eh bien, c'est ce qu'ils nous racontent aujourd'hui. Bonjour, Rosa. Bonjour. Rosa, vous avez fait la connaissance d'un certain Serge il y a près de 8 ans. Qu'avez-vous ressenti la première fois que vous avez croisé son regard? On s'est rencontrés dans une soirée dansante. J'étais avec une amie, donc il y a eu un tango. Lui cherchait une cavalière. Et donc mon ami lui a dit, voilà, cette personne sait danser le tango, donc il est venu me chercher. Et ça a été tout de suite le coup de foudre. Pour les deux. Un tango inoubliable. Inoubliable, oui, inoubliable, c'est vrai. Pour les deux, c'est-à-dire vous vous êtes fait une déclaration immédiatement, juste après, le soir même? Ah oui, le soir même, il m'a dit qu'il était tout seul. En fait, on était en divorce tous les deux, en même temps, là. Qu'il était tout seul, qu'il était sérieux, qu'il n'y avait pas de soucis, etc. Donc, à la fin de la soirée, je suis rentrée chez moi. On avait échangé les portables. Et vers 4 heures du matin, j'ai commencé à recevoir des textos. Voilà, qui m'invitaient pour le lendemain à dîner, etc. Donc, j'y suis allée. Et ça a été vraiment idyllique pendant 6 mois. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé au bout de 6 mois? Alors, au bout de 6 mois, il m'a demandé d'aller avec lui en vacances. Et je suis partie avec lui. Donc là, un matin, il était dans le couloir. Et il téléphonait sur son portable, donc je suis sortie. Et c'est vrai qu'on entend quand même dans les portables. J'ai entendu nettement une voix de femme. Et donc il a raccroché, il m'a dit, c'est un ami qui m'appelle, il a retrouvé mes clés. Et moi j'ai tout de suite eu un doute qui s'est avéré exact. C'est-à-dire? Finalement. Mais il avait une autre amie. Voilà. Et par la suite, Vous lui en avez parlé? Ah oui, je lui en ai tout de suite parlé. Donc il a avoué? Il a dit oui, mais que c'était terminé, qu'ils avaient gardé une relation amicale, donc voilà, qui s'appelait, etc. Mais, vous l'avez cru? Je l'ai cru, oui. Je l'ai cru. Et puis aujourd'hui, vous savez que ce mensonge aura été le premier d'une longue liste. D'une longue série, oui. Hein? Oui. Parce qu'en fait, quelle vie menait-il, Serge, en cachette, alors qu'il était en couple avec vous? Ah bien, il avait 2 ou 3 autres amis. Hein. Donc, il vivait chez moi. Enfin, il est venu vivre chez moi. Donc, il rentrait le soir. Il travaillait à l'époque encore. Donc, il rentrait du bureau le soir, comme si rien n'était. Et comment vous l'avez su alors? Comment vous avez eu des preuves de tout ça? Comme il rentrait, le bureau normalement finissait à 5 heures et qu'il rentrait vers 21h parce qu'il me disait qu'il attendait que tout le monde soit parti pour faire il était plus tranquille pour travailler et ainsi de suite. Donc moi j'ai commencé à appeler au téléphone, donc il n'y avait pas de réponse. Donc
Il n'avait pas entendu, il était dans le bureau en dessous, il était à la photocopieuse, tas de choses comme ça. Puis finalement, j'ai quand même découvert qu'il y en avait plusieurs. Vous avez décidé de le quitter sur le champ? Non. Pour quelle raison? Parce que je ne peux pas le quitter, je l'aime toujours, donc... Et je peux dire, je ne peux pas raconter tout ce qu'il y a eu parce qu'il y en a tellement que je rentre dans plusieurs émissions, moi, en fait. Donc vous souffriez beaucoup? Je souffre toujours, oui. Alors racontez-nous la scène qui pourtant a signé la fin de votre couple. Cette scène-là, elle s'est passée en 2010. Comme il avait une maison à 25 km de chez moi, il y allait régulièrement. Et il me disait qu'il y avait une femme de ménage qui venait entretenir, comme il ne vivait plus chez lui. Et donc moi j'y allais aussi de temps en temps à cette maison. Donc je suis arrivée un après-midi à 14h30 et je passais par le jardin et là j'ai vu une silhouette qui longeait la haie, qui rentrait aussi, qui s'est engouffrée dans la cuisine. Et il m'a vue, donc il a vite fermé la porte. Moi j'ai tenté de casser le carreau d'ailleurs. Et donc, il était à 14h30 dans 2 chambres chez lui, à ce moment-là. Donc, il y a eu un gros scandale. Elle m'a vue, elle s'est mise à hurler. Et de chez lui, elle a appelé police secours. Et cette personne, elle habitait la même ville que lui. Et c'était la femme de son copain, également. Donc, elle s'est sauvée par l'autre côté. La police est arrivée. Donc, moi, j'ai dû m'occuper avec la police, un petit peu. Un fait d'eau, quoi. Et voilà, et la police l'a questionné. Il lui a demandé, est-ce vrai que vous avez une relation avec Madame Attel, là? Et il a dit oui. Il a dit oui. Donc, alors il est venu, il m'a demandé pardon, etc. Vous nous raconterez tout à l'heure. C'est invivable. Si le fait de l'avoir pris en flagrant délit vous a permis de tourner la page, apparemment non. Vous nous raconterez tourner la page, où vous en êtes aujourd'hui. Mais d'abord, on va avancer avec la deuxième partie de notre émission que nous avons intitulée « Jamais sans mon ex », car c'est la phrase qui reflète le mieux l'état d'esprit de Régina. Et nous allons voir que ce n'est pas pour plaire à tout le monde. Régina, vous avez été en couple pendant 4 ans et demi avec Loïc, que vous aviez rencontré dans l'émission de Pascal Sevran. Et puis vous êtes séparés parce que vous travaillez ensemble et les conflits sont arrivés. Vous êtes séparés, mais vous avez continué à travailler ensemble. Et aujourd'hui, vous vous considérez tous les deux comme les meilleurs amis du monde. Vous en êtes où dans votre vie sentimentale, l'un et l'autre? On est en couple mutuellement. Chacun en couple? Et pourtant, vous restez très fusionnels tous les deux? Oui, parce que, comme expliqué tout à l'heure Madame qui est psychologue, je le considère vraiment comme mon frère. Donc, est-ce que c'est parce que je l'ai rencontré jeune et parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble, on a avancé et on a des projets communs, on a des rêves communs et on travaille ensemble. Et quand on ne se dispute pas, c'est-à-dire en coulisses, voilà, sur scène, ça se passe très bien et puis on a envie de faire plein de choses. Est-ce qu'ils acceptent facilement les conjoints? Alors, le mien, oui. Son ami, à lui, non. Alors, nous avions proposé à Loïc et à sa compagne de participer à cette émission. Savez-vous pour quelles raisons ils ont décliné notre invitation? Il était partant. Oui. Voilà. Mais bon... Elle n'a pas voulu. Non, ils se sont disputés, je crois, à ce propos. Donc... Alors, si elle s'est opposée à l'idée de venir en plateau avec Loïc, elle a, en revanche, accepté de nous parler au téléphone, que nous lui passions un petit coup de fil. On va tout de suite lui demander directement ce qui la gêne dans votre duo. Vous êtes là, Delphine? Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous parler par téléphone. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce lien qui unit Loïc à Régina? C'est une situation qui n'est pas courante. Donc, c'est vrai que essayer de construire quelque chose, disons, en couple, alors qu'on a des rêves, disons... Mais pourquoi ça vous dérange? Vous n'avez pas confiance? Alors, je dirais, confiance, relation amoureuse. Je pense que
bon, Regina, on se connaît, bien sûr. On a des différends. Je pense qu'elle peut le dire. On est toutes les deux. On a des choses où on est similaires et on a des choses sur lesquelles on est absolument opposés. Ouais. Bien entendu, Regina n'a pas la conception du couple, je dirais, de la même façon que moi, hein, bien entendu. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Disons que moi, la relation de couple, je l'entends pas vivre à 500 kilomètres, si vous voulez. Elle n'a jamais eu de relation vraiment avec quelqu'un où elle a habité réellement pendant des années sous un même toit avec quelqu'un. Voilà, c'est ça. Donc elle est plus autonome et indépendante que vous? Oui, tout à fait. Bon, d'autant plus qu'on essaie de créer, si vous voulez, quand il y a un enfant, il y a des choses sur lesquelles on est moins, comment je pourrais vous dire, on essaie d'avoir les pieds un peu plus sur terre. Hein. On ne pense plus que à soi. On essaie de penser aussi qu'il y a un entourage, qu'il y a du monde autour et qu'il faut, entre guillemets, assumer. Il ne faut pas assumer que soi-même. Hein. Alors là, c'est pour elle que vous dites ça? Parce que vous avez l'air de dire qu'elle est égoïste? En fait, elle pense à elle, ce qui est normal. Hein. Elle n'a pas d'enfant. Après, à la base, quand on a une famille, effectivement... Vous avez une famille? Oui, bien sûr. Moi, j'ai 4 enfants. Avec Loïc? Alors, j'en ai un avec lui et 3 autres. Donc vous êtes les pieds sur terre, mère de famille, vous gérez et moins la tête dans les spectacles, si je comprends bien. Voilà, on est d'accord. Voilà. Est-ce que le physique... C'est bien beau de rêver, mais il faut aussi assurer et pas assurer au jour le jour. D'accord, mais en quoi ça vous dérange qu'elle rêve? C'est pas votre problème? Ah non, du tout. Moi, qu'elle rêve pour elle, mais après, le reste, je dirais, Loïc, entre guillemets, il faut aussi qu'il puisse, je dirais... assumer votre vie de famille. Exactement, je dirais assumer, mais non pas aller parfois à Paris pour pas grand-chose, je dirais, voilà. Bon. Parce que les allers-retours, les choses comme ça coûtent très cher. Donc si je comprends bien, vous reprochez à Regina de trop solliciter Loïc. Je lui reproche de le solliciter. Maintenant, quand effectivement il y a des vrais contrats, des contrats qui valent le coup, je suis entièrement d'accord et c'est tout à fait à son honneur. Maintenant, on fait des choses, c'est des peut-être que des... entre nous, Delphine, vous êtes jalouse? Est-ce que vous ressentez quoi quand ils sont ensemble tous les deux? Oui, il y a jalousie quand même. En fait, je vais vous expliquer. Il lui cède des choses qu'à moi, il ne cède pas. Voilà. Ah. Voilà. Donc, c'est très difficile, en tant que femme, d'accepter ça. Voilà. Est-ce que ça vous dérange qu'elle soit si jolie, Regina? Non, pas du tout. Ah, bien. Non, c'est pas... Ah non, pas du tout. D'accord. Non, ça, j'ai pas de ce côté-là, non. Non, c'est le côté... le côté, je dirais, monopolisateur, quoi. Voilà, qui me gêne. Voilà. C'est moi, j'ai décidé, donc c'est le harceler pour jusqu'à ce qu'il cède. Bon, voilà. Alors on va voir ce qu'elle en pense. Regina, merci en tout cas d'avoir accepté de nous parler au téléphone. Voilà. Est-ce que vous avez envie de lui dire quelque chose à Regina? Parce que peut-être que Regina a quelque chose à vous dire aussi. Oui, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas. Bon. Vous avez quelque chose à lui dire, vous, Delphine, de particulier? De particulier non, mais j'espère qu'un jour, si un jour elle a un enfant, elle comprendra mon réel sentiment d'infériorité par rapport à... J'espère qu'un jour... c'est bizarre ce sentiment. Je lui souhaite d'en avoir un, mais... c'est bizarre. Delphine. Pourquoi éprouvez-vous un sentiment d'infériorité alors que vous avez un enfant avec lui? Ça devrait être le contraire normalement, non? C'est bizarre comme sentiment. Je ne comprends pas cette vision parce que c'est une jolie femme. En plus, elle connaît tout ce que je ne sais pas faire, c'est-à-dire faire la cuisine, bien ranger tout et s'occuper d'un ménage. Voilà. Et puis, ils ont un petit bébé qui est magnifique. Mais au lieu d'être partie prenante et d'être fière que son amie participe à des choses mais qui progressent de plus en plus, qu'on a monté de toutes parts, eh bien, à l'inverse, comme de toute façon, je pense c'est pas qu'il va aimer sa passion plus que son couple, mais pour lui, c'est compatible de faire les deux.
Nombre d'artistes, comédiens, chanteurs, danseurs quel est sont votre- mariés, ont des enfants et continuent leur carrière. Voilà. Quel est votre souhait le plus cher pour l'avenir? Franchement, c'est qu'ils soient de quoi pour eux, en fait, c'est ça. Bah, pour vous, pour tout le monde. C'est pas pour nous trois, parce que pour moi, on n'est pas à trois. Ils ont une vie privée et nous, moi, c'est vraiment une vie de travail. Donc vous aimeriez que tout s'apaise? Que tout s'apaise et en même temps... Est-ce que vous comprenez qu'elle soit jalouse, la femme de Loïc? Non, pas du tout, complètement. Alors oui, non? Oui. Oui? Pourquoi oui? Voilà. Pourquoi? Parce que, Non, mais elle est très jolie aussi. Mais même, parce que voilà, il y a un danger. C'est la tentation. Ne tient pas. Oui, parce que vous, mais pas... Voilà. C'est sûr que c'est comme vous. Voilà, c'est ça. Oui. On juge par rapport à soi. Peut-être qu'elle agirait différemment si elle était moi et elle ne voit pas comment moi je vais agir. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Pour moi, c'est très clair pour Regina. Loïc est devenu un ami, point barre. La distance, elle est placée. Il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Les choses sont en place. Puis Et Loïc a Frédéric, choisi elle sa dit femme. quoi? Il a fait sa vie avec, quoi. Je dis que Delphine a le droit d'avoir des limites, a le droit d'avoir de vivre de l'insécurité, même si c'est dérangeant pour vous. C'est le sentiment qu'elle éprouve, à la fois d'insécurité et d'infériorité. Donc je pense que... Comment vous le décryptez, ce sentiment d'infériorité? Elle l'a exprimé, hein, elle a dit Loïc cède des choses à Regina qu'il ne me cède pas. Donc cette relation spéciale, qui était là bien sûr avant, prend de la place, c'est une réalité. Et il y a une souffrance par rapport à ça dont on ne peut pas faire abstraction. Sinon effectivement c'est une forme d'égoïsme. C'est de dire moi il n'y a pas de souci, mais oui, ok, il n'y a pas de souci, mais l'autre est là aussi. C'est pas moi qui suis mariée avec elle. Enfin, ils ne sont pas mariés, mais c'est Bien pas sûr, moi qui ai un enfant bien avec sûr. elle. Donc, je n'ai pas à faire moi des concessions par rapport à mon travail. Il est libre d'accepter ou de refuser. Absolument. Et s'il accepte, Mais je pense c'est que ça l'intéresse. Je pense qu'effectivement, les clarifications, c'est entre Loïc et Delphine. Donc je pense que c'est à elle aussi d'exprimer à Loïc sa difficulté. Ouais. Et c'est important parce que sinon, dans ce genre de faire, mais c'est pas facile. Et oui, et dans ce genre de situation, le risque, c'est si on ne s'exprime pas, eh bien effectivement, les réactions peuvent se traduire et donner un sentiment de jalousie, alors qu'elle a le droit d'avoir des limites. Et c'est important de le faire parce que sinon, on est dans une soumission affective. Et par peur de perdre l'autre, souvent d'ailleurs, on accepte des choses où on a le droit d'avoir des limites. Donc je crois que c'est à eux de clarifier. Effectivement, ce n'est pas tant votre problématique, c'est plus celle de Loïc et de Delphine. Donc il y a des choses à se dire là-dedans et peut-être d'exprimer des peurs et d'entendre les sentiments que peut vivre Delphine. Ne pas les banaliser, ils sont là. On ne peut pas ne pas les entendre. Pardon ? J'ai dit on ne peut pas ne pas les entendre parce que c'est permanent en fait. C'est une pression si bien qu'il y a des moments où je me suis permis 2-3 fois quand Delphine est venue sur des prestations de dire excuse-moi mais vous vous disputerez à la fin du spectacle. Là on a des choses à faire et en plus Loïc du coup c'est quelqu'un de très, très humain, donc il n'est pas bien quand Delphine est blessée, donc il arrive sur scène parfois, et donc il y a des choses qu'il faut être dans son truc, sinon c'est pas possible. Si elle les exprime, si elle les répète, c'est que ce n'est pas entendu. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas entendu. C'est pas une situation facile en tout cas, ça je peux vous dire. Je veux dire, voilà, bon, Regina, elle a ses raisons. Moi, j'ai aussi les miennes, mais en fait, quand on vit avec quelqu'un, c'est c'est facile quand on est sur un plateau de télé de s'exprimer comme ça, mais quand on vit au quotidien certaines choses et l'omniprésence quand même, qui est forcément toi, sans que tu le veuilles, Regina. C'est à Loïc peut-être de clarifier et de poser les choses, parce que lui, quand même, je pense qu'ils ont toujours facile. Vous avez des choses les femmes qui à régler tous les deux, à parler tous les deux de manière authentique, et pour que vous n'ayez pas ce sentiment d'infériorité, que vous vous sentiez sécurisé par rapport à Loïc. Donc effectivement, c'est à vous deux de voir ça, et pas à Regina, c'est vrai. C'est pas à elle de régler vos difficultés. C'est à lui de se positionner peut-être un peu plus clairement. Bon courage en tout cas, Delphine, et merci d'avoir appelé. Merci, de rien. Et puis on espère que vous allez tous trouver la bonne distance. Pour nous tous, en tout cas, même pour nous trois, on verra quoi vous le souhaite. D'accord. Merci à bonne vous. place. Voilà. Nathalie, alors on revient à ces allers-retours qui ont été fréquents entre vous et Alain. Vous êtes rencontrés tous les deux en 2005.
Et ça n'a pas été simple à gérer cette relation parce que son ex-femme était très présente entre vous. Donc on en était là à la 3e rupture, au moment où vous avez eu du mal à supporter cette situation. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? On a décidé que, à force de discuter, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que tous nos problèmes étaient venus de cette personne-là. À la base, nous, entre nous, ça se passait très bien quand elle n'était pas là. Et on a réessayé encore une fois. On a été ensemble plus longtemps, on a même eu un bébé. Et là, ça se passait très bien. Et pendant ma grossesse, j'ai été arrêtée parce que grossesse difficile, donc arrêt immédiat de travail, obligée d'être alitée et tout. Et puis, ça a été la cerise sur le gâteau ce jour-là, car j'ai perdu confiance en lui. Je me suis retrouvée avec des huissiers à la porte, des factures de relance, coupure de gaz, d'électricité, parce qu'en fait, il ne payait aucune facture. Avec sa séparation et son divorce en longueur, il était complètement surendetté et il n'avait pas osé me le dire, ce qui fait que ça nous a fait couler tous les deux. Et là, ça a été la goutte. Donc ce coup-ci, ça a été vraiment la rupture pendant la grossesse. Donc ça, c'est à la naissance du petit. On était séparés à ce moment-là. On n'était plus ensemble. Bon, mais il est quand même venu voir. Il est venu voir son loulou. Bon, et alors aujourd'hui, vous en êtes où tous les deux? Aujourd'hui, ma foi, le petit a maintenant bientôt 4 ans. On est les meilleurs amis du monde. J'essaye de faire en sorte qu'il ait sa place auprès du petit parce qu'en plus, maintenant, je suis partie assez loin. On avait quelques kilomètres entre nous. Donc là, j'ai carrément proposé de lui laisser ma maison une semaine pour qu'il puisse profiter une semaine de vacances chez moi. Je lui laisse la maison et comme ça, il pourra profiter un peu de son fils et être à la maison au lieu de faire des allées et venues, parce qu'on a quand même presque 500 km là entre nous. On s'arrange pour qu'il reste en contact au maximum avec son enfant. Quand moi j'ai des soucis, même envie de parler, il est là. Lui, de son côté, pareil. Vous êtes en couple tous les deux aujourd'hui? Lui, non. Il essaye maintenant tout doucement de chercher quelqu'un, parce qu'il a mis longtemps à se remettre de tout ça. Et moi, je commence une nouvelle histoire, là. Une belle histoire. Ça fait combien de temps? Ça fait maintenant 6 mois. Est-ce que votre nouveau compagnon accepte la proximité d'Alain? Ils ne se connaissent pas. Vu la distance et les kilomètres qu'on a entre nous, ils ne se connaissent pas. Par contre, il sait très bien que je lui ai laissé la maison pour les vacances. Quand il veut un week-end venir, je vais chez mon ami et puis il a la maison pour lui. Puis voilà, on s'arrange comme ça. Bon. Et comment vous voyez l'avenir? Très rose. Il n'y a plus de tension, il n'y a plus de soucis. Très rose, on va faire la transition avec Rosa, justement. Voilà. Rosa, vous êtes tombée amoureuse éperdument d'un tombeur en série. Oui. Aïe, 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 aïe. J'ai de la haine et j'ai de l'amour en même temps. J'ai les deux. J'ai les deux. Et surtout en 2010, à la suite où je l'ai trouvé chez lui, là, 2 jours après, moi j'ai fait un AVC. Et j'ai fait une rechute 1 mois après également. Donc maintenant, je suis sous traitement. Vous n'avez pas gardé de séquelles? Un petit peu de boiterie, un petit peu de... Voilà, donc je suis toujours sous aspirine et un tas de médicaments, quoi. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Rosa? Eh bien, je suis là justement pour dire de se méfier des beaux parleurs comme ça. Mais est-ce que vous n'avez pas envie de couper ce lien? Non. De vous en sortir? Si, mais vous avez envie je peux pas être sans lui, je peux pas. Mais pourtant vous êtes sans lui. Oui, je suis sans lui et maintenant j'arrive là depuis 1 mois, je l'appelle plus parce qu'il arrivait que j'appelais toute la nuit. Ça peut être 100 fois. Vous appeliez 100 fois? Oui, toute la nuit, il répondait pas. Il répondait pas. Et là, il s'est remanifesté. Il s'est manifesté encore hier. Donc en gros, vous attendez qu'il vienne, quoi. Maintenant, j'en ai pris mon parti, j'ai dit j'attends, et puisque je ne peux pas me détacher... Est-ce que vous avez essayé d'aller voir ailleurs? D'avoir d'autres relations? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça s'est produit et je ne peux pas. Alors Frédéric, c'est un rapport d'addiction, ça, hein? Tout à fait. Terriblement nocif. Une dépendance affective à cet homme, à cette relation, qui est très toxique pour vous, hein, puisque j'entends que... Oui. Voilà, suite à une énième déconvenue, vous avez même fait un AVC. Je veux dire, c'est très toxique. Donc, je ne sais pas si vous réalisez à quel point cette relation est toxique pour vous. Parce qu'il y a ce qui manque le plus dans toutes les relations qui sont bonnes pour nous, c'est-à-dire le respect et la confiance. Oui. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas de respect de la part de cet homme pour vous et vous ne pouvez pas être dans une relation de confiance. Donc, est-ce que vous avez pensé aussi à vous faire aider pour sortir de... C'est possible de sortir de ce type de relation.
Parce que c'est comme s'il y avait, vous, chez vous, la croyance que c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, j'ai vu différents psychiatres. On m'a toujours envoyé chez des psychiatres qui me donnaient des médicaments. Oui, mais c'est pas la solution. Et au bout du compte, j'ai toujours lâché parce que ça, c'est... Mais parce que peut-être c'est pas... Voilà, le psychiatre, ça peut être une aide à un moment donné d'avoir une aide médicamenteuse. Mais moi, j'ai besoin d'en parler, voilà. je pense. Mais à ce moment-là, il vaut mieux peut-être aller voir un psychologue ou un psychothérapeute avec lequel vous pourrez décoder votre histoire. Pourquoi vous restez dans cette situation d'être au second plan, d'être dans une relation toxique, d'être toujours dans une triangulation, donc de jamais être la personne qui est vraiment aimée. Donc ça, il y a sûrement des raisons. Et quand on comprend ça, on peut se détacher de la dépendance affective comme on se détache de toutes sortes de dépendances. Et de déloger ces croyances que vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que si vous pouvez vous en sortir, vous voyez, vous avez déjà fait un pas, c'est-à-dire arrêter de l'appeler. Donc c'est possible. Oui, j'ai arrêté de l'appeler depuis un mois. Là. Voilà. Donc il appelle. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que vous arrêtiez de l'appeler? À la suite de quoi vous avez pris cette décision? C'est-à-dire, je me suis raisonnée et je me suis dit, j'avais des amies, elles me disaient, si tu n'appelles plus, tu verras, c'est lui qui va appeler, et ainsi de suite. Et donc j'ai arrêté avec beaucoup de mal. Je dors avec le portable à côté de moi et avec envie de le faire sonner. Et puis je l'ai pas fait. Et quand il se manifeste, vous répondez systématiquement? Ah oui. Oui. Trop contente qu'il se manifeste. Et s'il n'appelle pas, c'est vrai que quand il vient une soirée, je suis 2 jours à m'en remettre parce que quand il repart le lendemain, moi je suis dévastée. Dévastée. Oui, Pourquoi vous n'avez pas tenté avant justement d'arrêter de l'appeler? Je sais pas. Au bout d'un moment, je me suis dit, et puis je me dis bon ben peut-être que j'ai plus l'âge d'aimer quelqu'un. En fait, faut peut-être que j'arrête. Tant pis, je le laisse. Vous avez quel âge? 77. Mais dites donc, ça conserve bien en tout cas d'aimer. La souffrance. Franchement. Il faut que je continue. Hein? Oui. Non, mais je ne peux pas. Je sais que je ne peux pas. C'est pas vraiment de l'amour, c'est de la dépendance. Et c'est pour ça que tenter de vous libérer de ça, c'est vous donner la possibilité de vivre un véritable amour, justement. Et peut-être qu'elle se sent vivante, Frédéric, dans cette dépendance. C'est pour ça que c'est si difficile. Peut-être qu'elle a peur qu'en s'en détachant, ce soit une petite mort aussi. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Elle ne sait pas si elle sera capable d'aimer à nouveau. C'est sûr, mais sauf que... À chaque fois, elle est dévastée à chaque fois qu'elle le voit. Mais c'est vrai que quand il vient, pour dormir, il ne va pas me lâcher de la nuit, il me tient toute la nuit. Voilà. Le lendemain, il repart, il dit à Tato, je t'appellerai. Voilà. Mais il vous abandonne et vous lui dites rien, à nouveau. J'ai dit, bah oui, mais quand tu vas m'appeler? Si, je t'appellerai. Mais vous ne lui dites pas que vous souffrez? Ah ben si, il me dit, je sais que tu m'aimes, mais moi, je n'aime personne. Je n'ai jamais aimé quelqu'un. Qui dit ça? Lui. Eh oui, parce que c'est un prédateur. Il a 2 enfants et il dit toujours, moi, j'aime pas les enfants, j'aurais pas dû avoir d'enfants. Un prédateur, oui, c'est ce que m'a dit ma généraliste, quoi. Bon, Frédéric, peut-être que vous aiderez notre invitée, Rosa, hors antenne, en lui donnant peut-être quelques clés ou quelques contacts. Oui. Mais il faut qu'elle soit convaincue qu'elle veuille en sortir de cette histoire. Je pense que si vous êtes là, c'est pas un hasard non plus. Ça fait plusieurs années que je suis l'émission, que je vois Yvonne et tout ça, et vous, et je me dis, ça semble faire du bien. Voilà, ça va vous faire du bien, probablement. Enfin, vous discuterez toutes les deux, et puis j'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir dans quelques mois et de vous voir en pleine forme et aimante à nouveau. Ouais. On va terminer avec Fabienne. On en était resté tout à l'heure sur le fait que vous ne supportiez plus que votre mari Jean-Daniel, que vous aviez quitté pour un autre homme, ait refait sa vie et soit tombé amoureux d'une autre femme. Donc, vous avez décidé de prendre, si j'ose dire, le taureau par les cornes et... L'expression est bien choisie dans ce contexte. Et donc, de le séduire à tout prix. Ça a marché? Oui. Pas tout de suite, en tout cas. Bon, c'est-à-dire, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Il m'a dit, non. Bon, pas tout de suite, mais vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez senti des failles, notamment dans leur goût dans leur cinématographique et dans leur intimité. Voilà. Donc ça, j'ai mis le paquet.
Alors, Pour c'est quoi mettre le séduire, ça veut paquet? dire quand il venait prendre les enfants, j'étais habillée très sexy, tout ça. Je faisais du sport à fond la caisse. Genre Regina, le même oui, genre? Oui, Voilà. tout à fait. Vu que quand je l'ai rencontré, il était sensible à la séduction, justement. Oui. Ouais. Donc du coup, dès qu'il passait, tout ça, c'était « Ah, bah dis donc, t'es mignonne, là. Puis il repartait avec les enfants. Et puis après, plusieurs fois, je disais « Mais alors, t'arrêtes quand avec ta copine ?» Puisque vu qu'après, on se rapprochait toujours plus, on avait des bons contacts, y compris au lit. Donc je me suis dit que c'était le moment. Alors je lui ai dit, bah, alors c'est quand que tu vas arrêter avec ta copine? Il m'a dit, bah, écoute, je ne vais pas arrêter maintenant, je ne sais pas trop. Bon, je me suis dit, elle n'est pas vivre cette situation, je ne sais pas trop. Donc je me suis dit, ok, je tente le tout pour le tout. Et je lui ai lancé un petit coup de bluff. J'avais l'idée de partir, mais j'ai devancé, j'ai dit, écoute, voilà, maintenant, vu que je vois que tu ne veux pas arrêter avec ta copine, je comprends bien, j'ai dit, ben écoute, ça ne te fait rien, moi je vais partir à Zurich, donc, puisque j'habite en Suisse, je vais partir à Zurich, on ne se verra plus, mais on se côtoiera juste un week-end sur 2, tu prendras les petits, et l'autre week-end, moi je viendrai. Et puis là, je pense que là, il s'est posé des questions, parce que là, j'allais partir en fait. Ça ne me servait à rien d'attendre pour qu'ils ne veulent pas prendre des décisions. Et là, c'était il y a 13 ans. Et vous avez bien fait de lui jouer ce tour, car aujourd'hui, il est toujours à vos côtés. Et il est tellement à vos côtés qu'il est même parmi nous aujourd'hui. Merci d'applaudir Jean-Daniel. Bonjour. Ah, c'était long. Qu'est-ce que vous vous êtes ennuyé derrière, c'est ça? Ah non, mais c'était long, là. Ah bon? Vraiment. Parce ça que... me manquait. Ouais, elle me manquait déjà. Ah bon? C'est vrai? C'est à ce point-là? Ouais. Alors, donc c'est redevenu un truc de dingue entre vous? C'est mieux qu'avant encore. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvés, et puis c'est vrai que c'était fort, quoi. Parce qu'au moment où on s'est retrouvés, on se retrouve comme avant, on croit comme avant. Pardon, mais d'après ce que j'ai compris, vous n'étiez pas vraiment perdu quand même. Ouais, quand même. C'était à deux doigts. Hein. Il manquait pas grand-chose. Bon. Et puis là, quand on s'est retrouvés ensemble, c'est... Alors, quand elle vous a dit qu'elle partait en Suisse, comment vous avez réagi? Quand elle a dit qu'elle partait, au moment où je me suis dit, maman, si elle part, je vais tout perdre. Ouais. Elle, les enfants, nos projets de famille, tout allait partir. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, on va pas... Puis la copine, il y a des 3 choses qui jouaient pas trop, donc c'était pas fantastique. Genre quoi? Moi, les relations, c'était pas ça. Les cinémas, on n'avait pas du tout les mêmes goûts. Qu'est-ce qu'elle aimait, elle? Elle aimait des films un peu... pas trop d'action, donc des trucs romantiques, quoi. Non, même pas romantiques, mais... elle aimait bien le lac Léman, elle voulait pas partir plus loin, parce que les voyages, elle voulait pas aller plus loin. Ouais. Moi, j'aime bien voyager aussi, donc... non, il n'y avait pas tout qui fonctionnait. Alors, comment ça s'est passé, les retrouvailles? Comment vous avez pris la décision? Alors, au moment où elle m'a donné l'ultimatum, je me suis dit que là, bon, OK, je reviens. Parce qu'au début, je ne voulais pas dire tout de suite « je reviens », parce que ça faisait 3 ans que ça n'allait pas. Puis tout d'un coup, coucou, je laisse tomber mon copain depuis 3 ans, et puis viens tout de suite. J'étais pas le toutou qui arrivait derrière, et puis qui disait « oui, amen ». Donc là, j'ai dit « non, mais là, il y avait cet ultimatum, puis ça allait partir. J'ai dit « non, là, stop, il faut que j'arrête, faut arrêter le massacre ». Et alors? Et on s'est remis ensemble. Alors... Et comment vous avez fait pour vous remettre ensemble? Comment ça se passe? Je suis revenu habiter. Elle avait l'appartement que j'avais signé puis loué. Je suis revenu dans l'appartement. Et puis petit à petit quand même. Et puis après, on a eu un projet d'être indépendant. Elle m'a poussé un petit peu aussi. Et là, du coup, je suis venu habiter de nouveau avec. Enfin, on a tout reconstruit, tout remis ensemble. Et puis on est reparti en plus indépendant à travailler ensemble. Bon. Et alors, comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe super bien. Une merveille. Une merveille. Ça se passe bien. Donc avec le recul, vous vous dites quoi? On a rudement bien fait. Oui. Alors, mais c'est vrai qu'au rudement début, bien fait de quoi? De vous séparer pour mieux vous retrouver? Non, surtout pas. Je conseille à personne ça. Je dirais qu'il y a des autres solutions. Et puis,
d'en arriver là, c'est le manque de dialogue. C'est quand même ça qui a fait aussi, le manque de dialogue, le manque d'attention. J'ai bossé à fond pour amener du matériel. Alors souvent, je pense que beaucoup, on travaille pour amener les vacances, les ci, les ça, mais on oublie l'amour. On oublie la présence, on oublie l'écoute. En tant qu'homme, je pense qu'on fonce, mais d'être attentif à la chérie, là, j'avais un peu mis la charrue avant les bœufs. Alors... C'est comme ça que vous l'appelez? Les bœufs? Non, non, c'est une expression. Ouais. C'est une expression. Mais aujourd'hui, justement, on œuvre dans la relation d'aide, parce qu'on a fait une formation après, pendant 4-5 ans, justement pour les couples en difficulté. On fait bénévolement dans notre région. Mince, Frédéric, c'est dur pour vous, ça, c'est de la concurrence. Non, mais on est loin. Hein. Bon, merci pour tous vos témoignages. J'espère qu'on vous recevra à nouveau, que vous nous raconterez vous nous ferez part de bonnes nouvelles, notamment vous, Rosa. J'espère que vous serez moins en souffrance. Merci beaucoup. Chaque jour, nous vous proposons d'en savoir plus sur la vie de celles et de ceux qui vous ont particulièrement touché ou amusé. Aujourd'hui, c'est Emeline, Laurent et Marie-Thérèse qui ont accepté notre nouvelle invitation. Bonjour à tous les trois. Merci d'être à nouveau parmi nous. Pour vous, l'histoire continue. Je vais d'abord commencer avec vous, Emeline. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 7 septembre 2010 dans une émission intitulée « Après avoir frôlé la mort, ils ont donné la vie ». Rappelez-nous à quelle épreuve vous avez été confrontée alors que vous n'aviez que 25 ans. Alors à l'âge de 25 ans, j'ai découvert que j'étais atteinte d'un cancer du sein métastasié qui évoluait très rapidement. Qu'est-ce qui vous a le plus inquiété en apprenant que vous étiez atteinte de cette maladie ? Dans un premier temps, l'idée de la mort, le fait que l'évolution rapide laissait craindre un pronostic vital engagé. Et dans un deuxième temps, comme il a fallu agir très vite au niveau des traitements, je n'avais pas le temps de faire des traitements conservateurs pour garder de quoi faire des enfants plus tard. Ma deuxième inquiétude a été tout de suite de me dire je risque de ne plus avoir d'enfants, de ne jamais en avoir, comme je n'en avais pas encore. Alors, vos chances de devenir mère étaient quasiment nulles. Et pourtant, contre toute attente, votre rêve s'est finalement concrétisé. Après avoir frôlé la mort, vous avez effectivement donné la vie. Quel nouveau rebondissement y a-t-il eu dans votre vie depuis 3 ans? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images. J'ai vraiment senti la vie basculer en quelques secondes. J'ai jamais pensé que je m'en sortirais. À 25 ans, Emeline avait appris qu'elle souffrait d'un cancer du sein et que la maladie aurait de nombreuses conséquences. Quand on m'a dit que j'avais un cancer, il m'a dit « Madame, vous avez un cancer très avancé, je vais vous sauver la vie. Du moins, je vais essayer. Je vous sauverai probablement pas les ovaires. Donc, vous aurez probablement pas d'enfants par la suite. » Pour Emeline, en couple depuis 6 ans et qui désirait fonder une famille, la nouvelle avait eu l'effet d'une bombe. Comment ça se passait avec votre compagnon pendant ce temps-là? Il m'a soutenue, il m'a aimée, il est resté à côté de moi. Vous lui avez dit, pendant cette période, que ne pas avoir d'enfant, ce serait ne pas pouvoir accomplir votre vie? Oui. Et contre l'avis des médecins, le couple avait décidé de tout faire pour avoir un enfant. On m'a dit, si vous voulez des enfants, il va falloir faire vite, parce qu'on doit pouvoir agir si des risques de cancer se profilent de nouveau. Je suis tombée enceinte dès le premier essai de traitement par piqûre. Et un deuxième enfant, alors? Deuxième enfant. Un garçon et une fille? Dans quel âge? 2 ans et demi pour ma petite fille et 1 an pour mon fils. Une fois devenue mère, Emeline avait décidé de se battre pour que le cancer ne fasse plus partie de sa vie. Je vais devoir être opérée le mois prochain. On va m'enlever les seins pour essayer de diminuer mon risque de cancer du sein. Je le vis bien parce que maintenant j'ai des enfants et je dois me battre pour eux. Trois ans plus tard, nous retrouvons Emeline chez elle, à Genève. Peu de temps après son passage dans l'émission, la jeune femme a subi une ablation des seins. J'ai pu m'endormir avec mes seins
et me réveiller avec des seins un peu comme si de rien n'était. Alors je sais que j'ai des prothèses, mais l'enveloppe extérieure reste la même et c'est très rassurant pour moi en fait. Lors de cette opération, le chirurgien lui a conseillé, de façon préventive, de procéder aussi à l'ablation de l'appareil génital. J'ai pas pu. J'ai pas pu à ce moment-là. Je lui ai dit non, vraiment, je veux pas. J'étais pas convaincue d'avoir fait ma famille idéale. Je me disais qu'il restait encore de la place pour un petit dernier et j'étais pas prête pour ça en fait. Cette décision était un pari sur l'avenir et Emeline n'allait pas le regretter. Je me suis rendu compte que j'étais de nouveau enceinte. J'ai pu avoir mon trésor, ma petite cerise sur le gâteau. Pour moi, c'est vraiment un vrai miracle. Malgré son bonheur d'être à nouveau mère, Emeline savait qu'elle devrait subir l'ablation des ovaires pour empêcher le cancer de récidiver. Le fait de se faire enlever les seins, les ovaires, c'est des mutilations qui sont très douloureuses. Dans notre vie de couple, ça n'a rien changé. Mon mari me voit toujours comme une femme, comme sa femme. Heureusement, heureusement. Après toutes ces épreuves, à 34 ans, Emeline est aujourd'hui une nouvelle femme. J'ai la sensation d'avoir traversé au cours des dernières années un vrai combat, un lourd combat contre la maladie, contre le risque de mourir. Et j'en suis sortie heureuse et grandie, épanouie, maman. Et quelque part, je me sens un peu fière de moi d'avoir réussi à vaincre tout ça. Jacqueline, la maman d'Emeline, et Marie-Aude, sa meilleure amie, ont toujours épaulé la jeune femme dans le combat qu'elle a mené contre la maladie. C'est très difficile pour une maman de sentir sa fille qui vit une situation pénible. Il y a les moments où vraiment ça ne va pas, où ça fait horriblement mal et où on essaye d'aider comme on peut, mais c'est pas toujours évident. L'ablation des seins, je pense que ça a été l'épreuve la plus dure de toute l'étape de la maladie parce que justement, on lui a enlevé un bout de cette féminité. Mais quand on sait tout ce qu'elle peut éviter grâce à ça, ça lui a fait du bien au final. Pour Marie-Aude et Jacqueline, la volonté d'Emeline d'être mère une troisième et dernière fois était plus forte que tout. Le fait de pouvoir avoir eu des enfants, c'était vraiment un souhait important. D'être juste une maman et d'avoir plein d'enfants et une grande famille. Elle était tellement heureuse d'avoir déjà 2 enfants superbes. Et alors, le troisième, ah, ça, c'est le miracle. Aujourd'hui, Emeline force l'admiration de sa mère et de son amie. Elle est épanouie. Elle a vraiment gagné le combat de la vie et surtout le combat contre la maladie. Et elle a pu prouver qu'on pouvait y arriver. Emeline a réalisé son rêve, fonder une famille. Et c'est une maman très attentionnée pour Joshua, 4 ans, et Jenaya, 5 ans et demi. Les enfants, on va se préparer, on va aller chez grand-maman. D'accord? Jenaya, je te coiffe. Hop, Joshua, on va mettre les chaussures après. Je vais aller te chercher. Vous êtes content d'aller chez grand-maman? Dans la piscine? Sans oublier le petit dernier, Miliane, 18 mois. T'as faim? Viens là. Oh, il a faim, mon bébé. Hop là. Voilà. Oh, mon bébé, ça va? Ça fait du bien, t'avais faim, hein? Tu dis bonjour? Bonjour. Pour moi, d'avoir ces 3 enfants-là autour de moi, c'est un vrai miracle, un vrai cadeau. Je crois que j'aurais jamais pensé que ce soit possible et je suis contente de vous avoir. Allez, chouchou. Ah oui. Voilà. Allez, on y va. Bonjour les chéris. Ça va? Oui, je crois qu'ils ont déjà envie d'aller se baigner en fait. Oui, hein. D'abord mettre les gonfloirs, voilà. Ouais, bah. Ah oui, t'es pressée. Voilà. Aujourd'hui, Emeline est une maman épanouie. Elle se remet doucement de l'ablation des ovaires qu'elle a subie il y a tout juste 2 mois. Comment tu te sens maintenant depuis l'opération? J'ai encore beaucoup de maux de ventre, mais là c'est bien derrière moi. C'est bien derrière moi quand même. Je commence à remonter bien la pente, à vraiment me sentir mieux. Mais tu m'as bien aidé, Samar.
Heureusement, parce qu'alors toute seule avec les trois... C'était vraiment dur. Si Emeline a été épaulée par sa mère, elle a aussi pu compter sur le soutien infaillible de son mari, Baptiste. Ce soir, ils fêtent leur 8e anniversaire de mariage. S'il vous plaît, oui. Un discours. Je vais faire un petit discours. Alors, c'est pour remercier ma femme pour tout ce qu'elle fait tous les jours, pour ce qu'elle est. Et je la remercie encore d'être là parmi nous. Et chaque année, c'est un grand honneur d'être à côté d'elle et d'avoir ces 3 enfants avec elle. Alors, je suis très heureux. Je lui souhaite tous mes meilleurs vœux. Je t'aime, mon ami. Je t'aime. Merci à toi d'être là depuis 8 ans, me soutenir. C'est vraiment très précieux pour moi. Vraiment, merci. Et encore 15 ans, 20 ans, 30 ans? Alors, en 3 ans, on peut dire que vous avez connu des rebondissements, mais d'abord, on va un peu remonter quelques temps en arrière. Pourquoi aviez-vous souhaité témoigner sur notre plateau à l'époque? Il me paraissait vraiment important de transmettre le message dont j'étais porteuse, de dire que même dans les cas de cancer du sein précoce, on peut s'en sortir, on peut guérir et on peut enfanter, et qu'il faut toujours y croire jusqu'au bout. Quel a été l'impact de toute une histoire dans votre vie? Alors, un impact très positif, d'une part parce que je suis venue 1 mois avant mon opération. J'ai pu puiser beaucoup de courage ici. J'ai eu beaucoup d'aide par les forums internet. Yvonne m'avait aussi encouragée, même hors antenne. Et ça a été un appui vraiment fabuleux pour moi. 1 mois après notre émission, vous avez subi une mastectomie, une ablation des seins. C'est d'ailleurs un thème que nous avons abordé tout récemment. Comment vous avez appréhendé cette intervention? Donc, c'était une intervention prophylactique dans le but de prévenir la venue d'autres cancers, vu que je suis prédisposée génétiquement au cancer du sein. Et j'avais vraiment très peur avant cette opération. Et j'ai eu de la chance que ça se passe relativement bien. C'est une opération lourde, 8 heures, au cours de laquelle on va enlever tout ce qui est glande mammaire et poser des prothèses à la place. Donc c'est une mutilation, c'est pas anodin. Voilà. Mais ça s'est bien passé et dans la suite, par contre, c'est vrai que j'ai les prothèses qui s'infectent, donc je suis sous antibiotiques en permanence, mais je regrette pas mon choix. Je regrette pas d'avoir pris cette décision. Toujours, vous êtes sous antibiotiques aujourd'hui? En permanence, oui. Et on ne peut pas les changer? Non, parce qu'en fait, autour de la prothèse, il y a une infection. Et si on change de prothèse, l'infection risque de perdurer. C'est ce qu'on appelle des infections à bas bruit. Donc, je suis obligée de faire avec. Vous n'auriez alors jamais imaginé vous retrouver de nouveau enceinte? C'était fortement déconseillé, du reste. Quelle a été votre réaction en apprenant que vous attendiez un 3e enfant? Le choc, la panique dans un premier temps, parce que c'était déconseillé pour plusieurs raisons. D'une part, l'opération était trop récente au niveau des seins. Les hormones ont des mauvaises influences, ça pouvait causer des douleurs, des modifications de ce qu'on venait d'essayer de réparer. Et puis c'était déconseillé aussi au niveau de l'utérus, qui était vraiment plus du tout prêt à accueillir des enfants parce qu'il était trop abîmé. Mais voilà, sur le moment, j'ai vraiment vécu un choc. Et après, j'ai pris ça comme un cadeau. Et vous avez décidé de garder cet enfant? Et j'ai décidé, bien sûr, de garder cet enfant envers et contre tout, alors qu'il y avait un risque de le perdre aussi pendant la grossesse, parce que mon corps n'était pas dans les meilleures dispositions pour... Qu'est-ce que vous vous êtes dit juste après la naissance de cet enfant? Alors, dans un premier temps, bien sûr, je me suis dit que, heureusement, mon désir de famille maintenant était comblé, que j'étais vraiment très heureuse, mais aussi qu'il allait falloir que je pense à la suite. Et cette suite, sont mignons. On voit vos 3 enfants. Là.
Et cette suite, c'était d'enlever les ovaires et tout l'appareil génital parce que je risquais un cancer des ovaires à 50% en fait, de risque. Donc il fallait que j'agisse. Ils sont avec leur grand-mère, là? Voilà, ils sont avec leur grand-maman qui est toujours formidable avec eux. C'est votre mon maman? meilleur soutien. Voilà, ma maman à moi. Donc vous avez subi cette ultime opération? Le mois dernier. Ça voilà. fait beaucoup. Comment vous sentez-vous depuis? C'est une opération qui a été lourde. On a enlevé ovaire, trompe, utérus, donc je suis en ménopause maintenant. J'ai un traitement substitutif qui m'aide à passer cette étape. Voilà. Physiquement, c'est pas évident, mais je suis enfin soulagée. Je me suis rendu compte en faisant cette ablation que ça me soulageait. C'était vraiment une épée de Damoclès que j'avais au-dessus de la tête, et je me rends compte que maintenant, je ne vis plus avec cette angoisse d'avoir un cancer au quotidien, et que je peux voir maintenant grandir mes enfants sereinement. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 34 ans. Tant d'épreuves si jeune. Pour quelles raisons avez-vous tenu à nous donner de vos nouvelles aujourd'hui? Déjà pour remercier de tout le soutien que j'ai eu via notamment les forums internet. J'ai un forum de maman qui est très derrière moi, qui me soutient, et tous les gens qui demandent de mes nouvelles aussi, leur donner un petit peu voilà, la suite, et puis encourager aussi toutes les personnes qui traverseraient cette épreuve. Voilà, de savoir que c'est possible et qu'on peut agir positivement et s'en remettre. J'imagine que vous qui êtes venu, reçu par Jean-Luc Delarue, vous avez dû être particulièrement ému par ce qui lui est arrivé, alors que vous l'aviez rencontré dans votre combat contre la mort. J'ai été très, très, très bouleversée quand j'ai appris sa maladie. Surtout que sur le plateau, j'étais porteuse de ce message d'espoir, de dire qu'on peut toujours s'en sortir, on peut en guérir. Et je fais toujours partie du groupe de soutien à Jean-Luc Delarue qui existe sur Internet. Et j'ai été vraiment très bouleversée par le fait que lui n'ait pas pu continuer le chemin. Et vous aviez envie de lui rendre hommage aujourd'hui. Voilà. Très bien, mais on espère que votre témoignage donnera de l'espoir à celles et ceux qui sont touchés par la maladie et qui seraient tentés de baisser les bras. On voit qu'après tant d'épreuves, vos enfants sont là, magnifiques, et que vous allez enfin pouvoir profiter de la vie. Merci pour ce témoignage. On va à présent prendre des nouvelles de Laurent et de Marie-Thérèse. Bonjour à tous les deux. Vous étiez venus, vous, le 10 mars 2010, dans une émission un peu particulière. De quel thème s'agissait-il? C'était Aidez-moi, je suis nul en cuisine. C'était votre cas, Laurent? Ah, totalement, à 200%. C'est vous qui aviez répondu à notre appel à témoins? Voilà, c'est moi qui avais répondu parce que du fait que j'habitais encore chez mes parents à l'époque, je prenais mon indépendance et donc je ne savais pas cuisiner. Vous aviez quel âge encore chez vos parents? Oula, 32. Quoi? 30, à peu près. Vous diriez de vous que vous étiez une sorte de Tanguy? On peut dire ça comme ça, même si... Bon. Comment vous l'expliquez, Marie-Thérèse, que votre fils n'ait jamais su cuisiner? Parce que c'est vrai que c'était toujours moi qui cuisinais à la maison. Laurent n'était pas un très gros mangeur non plus. Donc voilà, donc maman cuisinait. Et puis c'était tellement simple de prendre ce qu'il y avait dans le frigo. Voilà. C'était tout prêt, c'est facile. Voilà. Alors, pour mieux se faire une idée de l'étendue de vos talents culinaires, il y a 3 ans, je vous propose tout de suite de regarder un petit récapitulatif en images de votre précédent passage à toute une histoire. Depuis, avez-vous fini par découvrir ou par vous découvrir une âme de chef cuisinier? Eh bien, la réponse tout de suite en images. Je vais être tout seul, donc forcément, il va falloir que j'apprenne à cuisiner comme un grand. À 31 ans, Laurent avait décidé de se prendre en main. Pour moi, c'est un gros challenge parce que je vais quitter mes parents. 31 ans, vous avez pris votre temps. Hein. Oui, mais là, au moins, c'est sûr, je reviendrai pas. Loin de chez vos parents? 2-3 kilomètres, à vol d'oiseau. Mais en choisissant de vivre seul, Laurent s'était confronté à un problème de taille. Fini les petits plats de Marie-Thérèse, sa mère, le jeune homme n'avait plus d'autre choix que d'apprendre à cuisiner. Qu'est-ce que vous avez cuisiné en 31 ans dans votre vie? Ma spécialité, les pâtes. Comment vous faites les carbonara, en quelques mots?
Alors, je fais les pâtes et j'ai une sauce déjà toute prête. Marie-Thérèse, il n'est pas très bon. Non. C'est un peu de votre faute, non? Peut-être, parce que c'est vrai que je cuisine et les garçons mettaient les pieds sous la table. Sur notre plateau, Laurent avait tenu à relever un défi, préparer à manger devant sa mère. Laurent se lance. C'était la toute première fois que le jeune homme tentait l'expérience. Je goûte. Marie-Thérèse, sérieusement. Moi, c'est très bon. Ouais, si, c'est très bon. C'est vous qui l'avez fait. C'est vrai que je pensais pas être capable de faire que la cuisine. Trois ans ont passé depuis l'émission. Laurent a pris son envol, il vit désormais dans son propre appartement. Et le jeune homme s'est étonnamment pris de passion pour la cuisine. C'est parti, on y va. Ce matin, il a une mission, concocter un repas de chef pour ses amis le midi même. Alors, direction non pas le supermarché, mais le potager de sa mère, situé à seulement quelques kilomètres de chez lui. Comment tu vas? Ça va? Ouais. T'as pris ton sac, là? Ouais, je vais te prendre 2-3 légumes. D'accord. T'as besoin de quoi? À midi. Je vais voir si t'avais de la salade. Alors, finalement, tu prépares quoi à midi? En entrée, je pense faire une salade avec des briques de chèvre. Ouais. Après, un trio de viande avec du riz. Et en dessert, je voulais faire un gazpacho de fraises. Ah bah dis donc. Oh, sympa. Toi qui savais pas cuisiner, tu me surprends là, hein, Laurent. Bien. Faut essayer. Alors, c'est quand que tu nous invites, nous? Franchement. Bientôt. Bientôt. C'est prévu. Bon. T'as pas trop de pression pour midi? Non, ça va. Puis je ferai une pizza congelée. Non, Bah non, pas top ça. Hein. C'est défendu. C'est bien. Bien mon fils, bien. Évidemment. Ciao mon Lolo. Bientôt, et puis merci. allez, cuisine bien, ouais. Ça marche. Tu me raconteras, Ouais, d'accord? Ça marche. Allez, ciao. Bisous, ciao. Aussitôt rentré, c'est parti pour 2 heures de cuisine. Laurent a déjà essayé toutes ses recettes pour éviter les ratés. Ses gestes sont donc très précis. C'est devenu un plaisir de cuisiner. Non, c'est plus du tout une corvée. Au contraire. Bonjour. Salut Lolo. Ça va? Ça va, toi? Oui. Bonjour. Ça va? Salut. Je finis et j'arrive. Ça sent bon? Alors mon Lolo, qu'est-ce que tu nous as fait de bon? Ah, surprise. Je vais pas tout dévoiler. Tu nous fais découvrir une nouvelle facette de ta personnalité. Tout à fait. On ne connaissait pas, nous, quand même, parmi depuis tant le temps, d'autres. en plus. Ça, c'était pas prévu. Tout n'est donc pas encore parfait, mais Laurent est déterminé à satisfaire ses convives. Je vais vous inviter à prendre place sur la terrasse. Merci. Je viens de me rendre compte que j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, dû faire tout cuire d'un coup et après couper mes bouts de viande. Mais bon, ça me servira pour une prochaine fois. La sauce au curry, très jolie. Ça a l'air d'être au curry, la sauce. Curry ou safran? Ou safran. Curry safrané. Avec une petite sauce Colombo. Colombo. Ah, bah dis donc. Ton poulet, franchement, il est tendre, il est pas sec. Non, bien. Tu es bon à marier. T'es bon à marier. C'est quoi qui t'a donné envie de cuisiner comme ça? Mais automatiquement, je quittais mes parents, donc il fallait bien que je me débrouille. Ah bah. On apprécie. Gentil. Merci. Alors quand j'entends mes amis dire que je cuisine super bien, c'est vrai que ça fait plaisir, c'est sûr. Donc on va essayer de continuer dans ce sens et puis essayer de toujours, on va dire, s'améliorer. Alors, voilà. Félicitations pour ton repas. Oula. Bon, donc Laurent, à l'époque, c'était une catastrophe et aujourd'hui, vous seriez devenu un véritable cordon bleu. Cordon bleu, on va dire, j'essaye de me débrouiller automatiquement. Quel souvenir gardez-vous de votre expérience sur notre plateau? Très bon souvenir, je pense, c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier pour pouvoir commencer à débuter en cuisine. Comment avez-vous trouvé notre coach? À quel niveau? Bah, professionnelle. Je sais Ah, pas, vous l'avez très trouvée bien. mignonne peut-être. Ah. Non, elle était très bien, adorable, super gentille et elle m'a donné des bons conseils Très bien. pour débuter. Et sinon, vous l'avez trouvée mignonne? J'avais sa carte, mais malheureusement, la distance faisant que... Bon.
Qu'est-ce qui a vraiment été pour vous le déclic pour vous lancer dans la cuisine? Le fait de se retrouver tout seul, d'avoir son indépendance, son logement et sa propre cuisine. Automatiquement, il fallait la rentabiliser. Bon. Alors, comment vous y êtes pris pour progresser? Progresser, donc j'ai utilisé tout ce qui était magazine de cuisine, Internet, les sites spécialisés. Marie-Thérèse, vous lui avez appris les bases? Non, il s'est débrouillé quand même. Il s'est débrouillé. Voilà, il s'est débrouillé. Vous lui avez donné une recette. Oui. Votre recette. Laquelle? Les lasagnes. Parce que Laurent, c'est vrai, adorait les lasagnes. Donc, en général, je faisais un grand plat et Laurent mangeait des 3/4. Bon. Et vous l'avez réalisée, cette recette? J'ai essayé, la première fois était catastrophique, mais bon, un début à tout, mais après ça va mieux. Bon, ça reste pas les lasagnes de maman, mais elles sont mangeables. Est-ce que vous vous souvenez, Marie-Thérèse, la première fois où votre fils vous a invité à dîner? Oui, alors le problème, c'est que c'était très bon ce qu'il nous avait fait, mais Laurent, on ne l'a pas vu. Il était en cuisine, il nous emmenait l'entrée. Voilà, c'est du stress, il faut gérer. Voilà, il faut gérer. Les cuissons. Voilà, donc Laurent, il ne s'est pratiquement pas assis. Et on a mangé tous les trois avec son père, son frère. Et voilà, Laurent en coup de vent. Mais Laurent, c'était bon. assieds-toi. Qu'est-ce que vous avez cuisiné? Alors, il nous avait fait en entrée une salade Coslo, comment tu dis? Coslo, voilà. Donc c'est du chou, un peu sucré. Voilà, chou, céleri, carottes, c'est très bon. Après, il nous avait fait un poulet au citron, c'est ça. Bon, alors là, c'est vrai que la cuisson, machin, c'était un peu long. Ça se fait à l'avance. Bah non. Ah bon? Non, j'avais pas anticipé en fait. Ah ouais, mais c'est sûr que si vous l'avez fait au dernier moment. Voilà. C'est en débutant qu'on apprend de ses erreurs, donc on progresse. Non, mais c'est vrai que c'était très bon. Quelle est votre spécialité aujourd'hui? Alors aujourd'hui, spécialité, je dirais, c'est poulet sauce Colombo, avec un petit peu les lasagnes et en dessert les cookies. Très bien. D'ailleurs, à ce propos, pour le pot de départ d'un collègue qui quittait l'entreprise, donc j'ai fait des cookies et on m'a fait la remarque qu'ils étaient très bons. Et ça a été de la part de la gente féminine. C'était? De la part de la gente féminine, donc c'était des personnes du sexe féminin qui ont goûté ma cuisine. Donc des spécialistes de la cuisine, par définition. Virgule, par définition. On peut dire ça. Point d'exclamation. Et alors? Qui ont apprécié mes cookies, qui ont été d'ailleurs surprises du fait que ce soit un homme qui fasse Et alors, ça a ajouté une carte maîtresse dans votre jeu de séduction, j'imagine. Ça aide. Ça aide. Ça peut aider. C'est pas mal, ça. Bon, donc aujourd'hui, vous prenez du plaisir à faire la cuisine? Totalement. Puis c'est toujours agréable de cuisiner pour les autres, de faire plaisir. Bien et puis sûr. de passer un agréable moment tous ensemble. Et vous êtes toujours un cœur à prendre? Oui. Ah, donc finalement, vous êtes revenu. Je comprends mieux alors pourquoi vous êtes revenu aujourd'hui sur notre plateau. C'est simplement pour dire que vous êtes toujours un cœur à prendre et qu'en plus, vous savez faire la cuisine, ce qui n'est pas négligeable. En plus, ça peut servir. Il y a un profil particulier? Non, pas spécialement. Il faut qu'elle sache quand même un peu cuisiner. Voilà, mais pour le quotidien, en général, quand l'homme cuisine, c'est pour un événement spécial. Enfin, on ne s'abaisse pas à cuisiner au quotidien, le déjeuner ou le dîner. Non, il faut qu'il y ait du public. Un petit peu, pas spécialement. Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des amis qui cuisinaient pas du tout. Enfin, pas du tout, très peu. Donc c'était moi qui faisais la cuisine. Après, on va dire que c'est un partage de tâches au bout d'un moment. Bon. Voilà. Donc, un profil, genre, je sais pas, non? Pas spécialement. Vous voulez vous adresser directement à la caméra? Non, je sais pas, parce que la prochaine fois, vous reviendrez peut-être accompagné pour nous dire que vous aviez bien fait de revenir, quoi. Tout à fait, on ne sait pas. Merci beaucoup à tous d'être revenus sur notre plateau. Je vais vous demander maintenant à tous les trois, de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci à vous. Voilà, Emmeline. Merci pour votre confiance, merci d'être revenu et d'avoir accepté à nouveau cette invitation. Bonne chance pour la suite. Vous avez le temps de peaufiner vos spécialités et puis tout sera parfait. Merci, bon après-midi sur France 2. With my own two hands, make a kind of place. Oh, with my
l'arrivée d'un enfant a parfois des conséquences qu'on n'aurait jamais imaginées. Quand je lui ai dit que je pensais être enceinte, elle m'a dit non, c'est un test qui... Non, c'est négatif, il s'est trompé le test. Quand elle m'a mis son premier bébé dans les bras, quand elle a vu ma tête, elle s'est dit oups, ça va être dur. Une grossesse peut parfois éloigner deux amis ou même une mère et sa fille. Quand elle a appris sa grossesse, on s'est éloignés. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout pourquoi, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Tout ce bonheur qui dégouline, hein, c'est bizarre. Hein, vous avez un peu fui. Ah, complètement, complètement. Ouais. J'aurais voulu que ma maman soit là. Plusieurs fois, je lui ai dit, maman, j'ai besoin de toi. Mais quand une telle distance s'est installée, est-ce possible de recoller les pots cassés? Peut-être que Luna peut être un lien qui peut reconstruire notre amitié, nous rapprocher. There's a long